Bonjour Marc-Gabriel, bienvenue dans cette matinale, comme tous les vendredis. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, ravi de vous retrouver en ce Ça va vendredi. bien? Ça va très bien. Très bien. Bon, je vais poser la première question et puis on va laisser Raphaël te cuisiner si tu veux bien. Il y a à dire, il y a beaucoup de sujets en cours. Euh, Peut-être j'ai une petite hésitation sur le sujet. Quel était le premier sujet? Parce que il avait attiré mon attention dont tu voulais nous parler. Rappelle-moi si tu as 30 secondes. L'envoi des troupes Oui, oui, françaises dans oh les oui, pays oui, européens en ah oui, Ukraine. oui. Absolument ça. Alors là, oui, c'est pour ça que je voulais absolument rester pour la première question et puis ensuite laisser la place à Raphaël. Parce que c'est un sujet que je développe beaucoup aussi et qui n'est pas sans m'inquiéter. C'est attention danger, dis-tu, l'envoi des troupes européennes. On a retrouvé la 7e compagnie en Ukraine. Mais dire que c'est un danger et que c'est pas qu'un film humoristique. Non, 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 malheureusement, comme vous le dites si bien à travers l'ensemble des matinales, ça avance. Il y a eu une vague de liberté aux États-Unis qui a pour conséquence, on va dire, un changement radical dans l'ordre mondial et dans le fait que nos élites ne peuvent plus dire que les États-Unis sont notre meilleur allié. Là, on commence à avoir la petite musique qui explique de manière assez légitime d'ailleurs, c'était le cas avant Trump, mais au moins, et c'est le mérite de Trump, c'est la franchise. On ne peut plus dire que les États-Unis sont notre meilleur ami et qu'on peut tout faire avec eux. Maintenant, les politiques français et certains responsables médiatiques parlent d'adversaires, voire même d'ennemis sur certains sujets. Donc ça, c'est pour moi, on en avait déjà parlé, mais c'était pour moi la chose la plus intéressante, puisque ça peut nous permettre à nous de sortir de ce lien de vassalité pour justement reprendre notre souveraineté. Par contre, là, on voit une petite musique s'installer au fil des jours, qui est quand même inquiétante, puisque c'est la musique de la souveraineté européenne et de la défense européenne. Et face à l'arrivée de Trump, qui est quand même un bol d'air frais au niveau comment dire, sur le terrain de l'hystérie belliciste. On voit que l'arrivée de Trump, en tout cas sur la guerre en Ukraine, a mis en avant les rapports de force réels, c'est-à-dire la victoire de la Russie sur le terrain, et de toute manière, il va falloir aller vers la paix. Alors justement, vous l'aviez dit, on l'avait dit plusieurs fois sur la matinale, euh, au début, et même encore maintenant, Trump parle d'une paix et pas d'un cessez-le-feu. C'est-à-dire, il y a la différence entre le gel du conflit et il faut se mettre autour de la table pour faire la paix et négocier la paix. Et on voit que de plus en plus au fil des jours, il y a eu la visite de Macron chez Trump. Alors évidemment, les médias français disent que la bromance s'est renouvelée et que Emmanuel Macron a fait changer d'avis Donald, ce fameux Donald. Bon, on y croit un peu moyen hein, chez nous dans les médias alternatifs et encore plus chez GP. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, on l'avait dit la semaine dernière, l'Europe c'est la guerre et il faut impérativement continuer la guerre. Alors après, l'Europe est aussi face à une réalité, c'est que les États-Unis ne sont pas du tout enclins à soutenir, même à soutenir en termes militaires sur des éléments de base le conflit ukrainien, en tout cas le maintien de la paix, parce que maintenant il y a justement les Européens disent qu'il faut aller vers un cessez-le-feu et envoyer des troupes, pour revenir au sujet, envoyer des troupes de maintien de la paix, un peu comme les casques bleus, vous savez, la finule au Liban. D'ailleurs, on voit des fois ce que ça donne, puisqu'il y a des casques bleus qui sont attaqués hein, par certaines entités. Et là où je veux dire que moi, ça m'inquiète, c'est que on voit que les dirigeants européens ont une stratégie. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou pas on verra. Mais déjà, la stratégie qui est très très inquiétante vient de l'Angleterre avec le fameux Keir Starmer, qui est vraiment la puissance dans cette histoire de conflit russo-ukrainien, qui est la puissance qui aura, comment dire,
tout fait pour que le conflit dure et accélère en termes d'intensité. On voit que les Anglais sont encore derrière pour financer, pour dire aux Ukrainiens on sera là, vous inquiétez pas, puis on va emmener nos vassaux continentaux, européens continentaux pour vous aider. C'est quand même inquiétant. Pourquoi? Parce que si on envoie un contingent. Alors, il faudrait voir avec les experts militaires quel type de contingent pourrait être envoyé pour maintenir la paix une fois qu'un cessez-le-feu, par exemple, sera négocié et voir quelles seront les conditions pour qu'il soit respecté. C'est très inquiétant puisque n'oublions pas, je vais rien apprendre à personne, que nous sommes des pays qui sont encore dans l'OTAN. Donc déjà, a priori, la Russie pour l'instant, refuserait un envoi de troupes et de contingents de pays de l'Union européenne pour maintenir Ouais. la paix en Ukraine, même en tant qu'observateur. A priori, on a vu Lavrov et Poutine. Il veut bien quelques Sri Lankais éventuellement, mais ça, des Coréens éventuellement C'est du ça. Nord. C'est ça, c'est ça. Il faudrait à la rigueur adhérer aux BRICS, peut-être pour que Poutine soit d'accord. Non, non, mais je rigole. Mais oui, Poutine, de manière légitime, voit bien que l'Union européenne va devenir, enfin, et déjà, Macron l'a rappelé avec les 60% de dépenses du soutien à l'Ukraine assurés par l'Union européenne et les 40% par rapport aux États-Unis. L'Union européenne, dans ce conflit entre Russes et Ukrainiens, est déjà la puissance. Ce n'est pas une puissance, mais les pays européens de l'Union européenne sont déjà les puissances les plus bellicistes par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, même de Biden, avaient un soutien, mais des fois étaient tempérés par un congrès américain qui évitait certains débordements. Et là où ça peut être très dangereux, pour revenir à votre question, Nicolas, c'est que si on a un contingent même de 2000, parce que dans la réalité des faits, il ne faut pas un contingent pour maintien de la paix, pour une puissance comme la France, ça ne dépassera pas le millier ou les quelques milliers d'hommes. Déjà, il faudrait les trouver, il va falloir les financer. Je rappelle que la situation des finances publiques est quand même catastrophique et que si on envoie un contingent militaire en Ukraine, il va falloir le financer et c'est pas Zelensky qui va le financer. Alors évidemment, vous en avez parlé dans la revue de presse. Maintenant, on apprend que Sébastien Lecornu, le brillant ministre de la Défense français, négocie justement des accords sur les minerais et les terres, le sous-sol ukrainien. On voit toujours que la diplomatie française est toujours en réponse à ce que font les États-Unis. Parce qu'on a vu un dialogue s'instaurer, vous l'avez dit aussi, entre Poutine, qui a dit non, mais nous, notre sol, il est ouvert notre sous-sol est ouvert à tous les investissements étrangers, y compris les Américains, si on va vers un accord, vers la paix et des négociations. On voit que Trump, en gros, dans son argumentaire de deal, dit non mais nous en fait on va exploiter, que ce soit en Ukraine ou sur le territoire russe, on va être en capacité d'investir, surtout que c'est des investissements qui demandent beaucoup de capitaux à des hauteurs assez importantes. Et là on voit la France bizarrement après ces annonces dire ah mais nous aussi on négocie, mais nous on est plus discret et nous ce sera beaucoup plus à l'avantage des Ukrainiens, mais malheureusement, j'ai peur que, alors c'est lié avec les autres, avec l'actualité aussi récente en Allemagne, j'ai peur que l'Union européenne, on a toujours parlé de basculement, il y avait ce souhait de basculer vers un État fédéral, et l'hystérie belliciste qui a quand même été tempérée, quoi qu'on en dise, de manière radicale par l'arrivée de Trump aux États-Unis, puisqu'en fait, il n'y a plus le grand soutien américain. J'ai peur que l'Union européenne prenne ce motif pour se durcir à la fois à l'extérieur de ses frontières, même si voilà, de ses frontières proches en Ukraine, et à l'intérieur. Vous avez parlé de Georgescu en Roumanie, qui a fait un tour en garde à vue et qui est inculpé, enfin qui a des inculpations qui pourraient lui valoir 20 ans de prison. Je le rappelle, c'est pas Oui. Nicolas Sarkozy et un bracelet électronique. C'est l'ingérence russe qui dit un complot en fait international pour renverser la démocratie roumaine, la fameuse démocratie roumaine qui a été instaurée par l'Union européenne. Et là, en Encore fait, on une le belle voit théorie complotiste. totalement. Et vous avez cité là, en fait, on est en train de basculer tout ce que les États de l'Union européenne
on va dire, c'est de la version accusatoire, reproche à certaines sphères complotistes. Là, il y a un durcissement totalitaire qui se fait sur un narratif, on en avait déjà parlé chez vous, la criminalisation des oppositions. Et en fait, on voit que là, ce qui se passe en Roumanie, c'est un laboratoire. Si le candidat roumain Ça qui doit passe. être élu, hein, il est à plus de 50% des voix au premier tour. Si le candidat roumain va en prison, attention, parce que là, toute personne qui aurait un soutien, je ne parle pas d'un soutien officiel, parce qu'un soutien officiel pour la Russie, en fait, c'est de dire ce conflit ne nous concerne pas, revoyons nos intérêts. Ça, c'est déjà être pro-russe, hein, pour l'Union 20 européenne. ans de tôle. 20 ans Ouais, de tôle. et ben, je Ah, pense il faut faire attention parce qu'on va vers un durcissement et une criminalisation des mais oppositions oui. Ah oui. qui est en train de s'accélérer, et l'élection de Merz en Allemagne de la CDU va aussi dans ce sens-là. Il parle de défense européenne, qu'il va falloir discuter avec les Britanniques et les Français pour partager le parapluie nucléaire, soit français, soit britannique. Et d'ailleurs, on sait très bien que ça sera français, puisqu'il y a un projet, et Merz l'avait déjà annoncé, qu'il fallait partager la dissuasion nucléaire française avec l'Allemagne Oui. et aussi le siège au Conseil de sécurité à l'ONU. Et en gros, amplifier l'intégration franco-allemande, en fait, c'est-à-dire l'absorption des capacités françaises et de l'acquis gaulien post-Deuxième Guerre mondiale pour l'intégrer directement à l'Allemagne et à l'Union européenne. C'est en fait la suite du traité d'Aix-la-Chapelle de 2019. Là, on voit, il y a un risque, et je m'arrêterai là, il y a un risque qui est en train d'émerger, qui est très important. Alors, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, je pense que c'est assez pertinent, c'est il faut détruire l'UE. On va rentrer par l'élection de Trump, le fait que la Russie est quand même, il faut le dire, d'un pragmatisme assez étonnant et assez important. C'est-à-dire, en fait, les Russes, il y a des gens qui leur ont fait la guerre pendant 3 ans maintenant, et en fait, les Russes, c'est les premiers à dire, non mais nous, on se met autour de la table, par contre, voilà nos conditions. Moi, je suis quand même assez étonné de voir une Russie qui est quand même assez prompte à discuter et à faire la paix avec des gens, même si l'administration a changé, avec comment dire, avec un pays qui était quand même derrière une agression envers la Russie. Donc on voit que là l'Union européenne est en train de reprendre le lead, pour prendre un mauvais mot anglais, sur l'hystérie belliciste, et c'est très dangereux parce que s'il y a un contingent qui est envoyé en Ukraine, on pourrait imaginer qu'un tout petit incident, vous voyez, un Oui. obus qui tombe Oui. sur une base, une Oui. fusillade d'un militaire, pourrait servir de prétexte à nous faire basculer dans autre chose. Surtout Absolument. qu'on on C'est le ce que je voit, pense. les discussions sont compliquées. La paix, et Donald Trump, comme il le fait tout le temps, annonce la paix demain. Mais en fait, on voit que ça va se faire tout doucement. Il va y avoir d'abord un cessez-le-feu. Et la paix en Ukraine va se dérouler, dans le meilleur des cas, sur l'ensemble de l'année 2025. Donc il va y avoir des négociations, qui fait quoi, qui est associé, est-ce qu'on va en Arabie Saoudite, est-ce que certains pays de l'Union européenne, on voit au chapitre, par exemple, on voit que, on en avait parlé la semaine dernière, mais Viktor Orban n'a pas été associé, alors qu'en fait, dans l'Union européenne, Viktor Orban est celui qui est le plus apte comment dire, à jouer les intermédiaires entre la France, l'Allemagne et la Russie, puisque Viktor Orban a toujours eu une position assez neutre. Pour l'instant, il est exclu. Et je veux dire, et je m'arrête là, il faut faire très attention parce que même si on nous parle de maintien de la paix, ça pourrait être un motif. Alors, au Liban, je sais que la FINUL a été attaquée par Israël, mais Israël a tous les droits, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de problème. Mais si c'était le cas en Ukraine et que c'était la Russie, d'ailleurs, et que ça soit pas la Russie, parce qu'on accuse la Russie de tous les maux. Quand il y a des centrales qui sont bombardées, c'est les Russes. Quand il y a une bombe sur certains trucs, c'est les Russes. Puis en fait, quelques mois après, quand on regarde la réalité des événements, on s'aperçoit qu'en fait, c'était pas les Russes. Donc, il faudrait faire très attention parce que ça pourrait servir de narratif de basculement totalitaire. Et en plus, vous l'avez traité dans la matinale tout au long de la semaine, quand on voit qu'il y a Richard Ferrand au Conseil constitutionnel et que potentiellement un article 16 pourrait être déclenché dans le cadre d'une défense européenne menacée par le grand ennemi russe, je pense qu'il faut faire attention. Et en tout cas, de ce côté-là, il faut être du côté de Trump et de Poutine surtout, pas de militaires français
envoyer même pour la paix en casque bleu ou n'importe quoi dans le cadre du conflit en Ukraine. Personne ne doit aller en Ukraine. Ce n'est pas notre guerre et la France n'a pas à s'interposer en puissance de paix puisque c'est une puissance de guerre et l'Union européenne saute comme un cabri et dit, nous voulons la guerre, nous voulons la guerre. Donc je pense que c'est fondamental et ça, il faut faire la pression sur nos milieux politiques pour dire nous devons nous désengager, les Américains se désengagent, nous devons nous désengager aussi. Parce que nous sommes une puissance nucléaire et qu'une puissance nucléaire ne peut pas faire face à une autre puissance nucléaire sans négliger justement la dissuasion nucléaire et la théorie classique sur ce sujet. Merci, on a fait un beau tour de géopolitique avec Marc-Gabriel Draghi. Je vais tout de suite passer la parole à Raphaël, non sans avoir distingué le chat qui non seulement est bien sûr ma revue de presse m'écoutait, en tout cas, je le remercie, précise sur Flamby, sur Hollande, mon adversaire, c'est le monde de la finance. C'est ça la citation exacte. Merci. Et alors, la meilleure du chat de la revue de presse, Monsieur Hollande. Merci Claude. Monsieur Hollande est un hologramme. Il n'existe pas. C'est un fluide, un gaz, un gluon de la connerie. Merci à chacun d'avoir participé à ce chat. Et je donne tout de suite la parole à Raphaël. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.